Bonjour Stéphane. Oui, bonjour Jim et bonjour aux auditeurs de Radio Judaïka. Alors Stéphane, on va passer bien évidemment avec vous en revue l'actualité israélienne de la semaine, mais on va d'abord commencer par l'actualité internationale et bien évidemment ce coup d'État manqué en Turquie qui date de vendredi soir dernier. Alors Stéphane, tout d'abord une première question. Est-ce qu'on est passé loin en Turquie de voir le pouvoir d'Erdogan se faire renverser ? Non, on n'est pas passé loin du tout. Il faut tordre le cou aux rumeurs qui disent que Erdogan était partie prenante ou un des concepteurs de ce coup d'État. C'est pas vrai. Il a d'ailleurs failli y rester. D'abord, son palais a été bombardé par deux F-16 et ensuite l'avion avec lequel il tentait de prendre la fuite en Gulfstream a été pris dans le collimateur d'un autre F-16 rebelle et le pilote du dit F-16 n'étant pas absolument certain qu'il ne s'agissait pas d'un autre avion avec d'autres passagers, au dernier moment, n'a pas tiré. Mais on peut imaginer que s'il avait tiré, si le chef du parti au pouvoir, du parti islamiste au pouvoir en Turquie avait péri dans l'une de ces deux occurrences, eh bien le destin de ce coup d'État aurait pu être différent. On est passé très près du point de basculement, cela dit, même si ce coup d'État était vraiment très très mal organisé, je dirais d'une manière comme s'il avait été fait par des amateurs, ce qui était un petit peu étonnant. Ce qu'il faut dire à nos auditeurs également, c'est que quand on prépare un coup d'État, il y a 10 ou 20 personnes. Quand c'est un putsch, habituellement des officiers qui sont dans le coup, parce que si on met des centaines, voire des milliers de soldats dans le coup, eh bien c'est évident que l'affaire va s'ébruiter et que le coup d'État sera tué dans l'œuf. Donc ces 10, 20 généraux comptent sur la fidélité des soldats qui sont sous leurs ordres, mais les 10 soldats n'ont aucune idée de ce qu'ils vont devoir faire le même soir et ils sont pas du tout en connaissance de cause du fait qu'ils participent à un coup d'État. On a vu des jeunes recrues tremblantes à qui on avait expliqué tout simplement qu'ils étaient dans un exercice de maintien de l'ordre. Alors dans un exercice de maintien de l'ordre, par exemple, on n'ouvre pas le feu sur les manifestants ou sur les émeutiers et beaucoup de ces jeunes soldats l'ont payé de leur vie. Alors, dans les erreurs que nous avons notées, eh bien, on se dit que la première chose qu'on doit faire lorsqu'on est des gens qui veulent sérieusement mettre à bas un pouvoir, c'est de couper l'Internet et de couper les réseaux de téléphone mobile. Ce qui n'a pas été fait, Jim, est ce qui a permis à Recep Erdogan d'envoyer à partir de son téléphone portable une petite vidéo à un média qui lui était acquis, dans lequel il a fait une seule chose, très intelligente de sa part et de son point de vue, c'est d'appeler ses partisans à descendre dans la rue. Eh bien, cette intervention qui n'aurait pas dû avoir lieu a probablement également changé le cours des choses. Et puis, il aurait fallu mettre la main sur tous les médias, envoyer non pas seulement à la télévision centrale turque et à CNN Turquie quelques soldats, mais des troupes d'élite dans tous les médias, particulièrement ceux à la botte d'Erdogan, et les empêcher d'émettre, les empêcher d'agir, ce qui n'a pas été fait, ce qui leur a permis d'appeler les foules, de dire aux partisans d'Erdogan, non, tout n'est pas perdu, nous avons encore une chance de reprendre la main. Hein, et ça, c'est très très important lors d'un coup d'État. C'est-à-dire qu'un coup d'État doit être en coup de poing, en écrasement. Les opposants qui sont pas annihilés lors d'une tentative de putsch, eh bien, doivent avoir le sentiment que la partie d'en face, celle qui a pris le pouvoir, l'a fait avec tant de force, tant de conviction que la meilleure chose qu'ils ont à faire, c'est de rester chez eux et d'attendre la suite des événements, ce qui n'a pas du tout été le cas, parce que les putschistes n'ont également pas arrêté les ministres et les responsables politiques du parti et des suiveurs d'Erdogan. Et ça, c'est terrible. Ils se sont exprimés à peu près librement sur les réseaux sociaux, en utilisant leur téléphone. Ils ont organisé en fait le contre-putsch. Puis ensuite, il faut s'assurer des points clés. Alors, on a vu, il y a eu une tentative, les ponts sur le Bosphore,
le commandement du MIT, c'est-à-dire du renseignement turc, le haut commandement de l'armée, les aéroports, mais à nouveau, les soldats qui ont pris possession de ces points clés ne savaient pas exactement ce qu'ils y faisaient, ils n'avaient pas d'ordre clair, ils ne savaient pas pour la plupart qu'ils participaient à un coup d'État et ils se sont fait recouvrir, ils se sont fait déplacer par la foule et beaucoup de ces jeunes soldats ont payé de leur vie. On a vu des scènes absolument abominables où des soldats ont été décapités en pleine rue. Quand on fait partie d'un putsch et qu'on est armé, on est dans une logique de tuer ou d'être tué. Donc on peut pas être naïf et malheureusement pour eux, ça a aussi été le cas. Autre point, les putschistes ont décrété la loi martiale, l'interdiction des gens d'aller dans la rue, et ça c'est un point de détermination. C'est-à-dire que quand on fait un tel décret, il faut le faire respecter. Et quand on a vu les dizaines de milliers de partisans d'Erdogan se ruer dans les rues et faire face aux chars d'assaut de l'armée, on s'est déjà dit ici à la MENA que tout était fichu parce que si l'armée n'est pas capable de se faire entendre, si elle n'a pas la force, la conviction et même le cas échéant l'idée d'en appeler à leurs armes avec des tirs de semonce, mais ensuite, si c'est nécessaire, évidemment, d'ouvrir le feu sur les contre-putschistes, eh bien, le putsch n'a aucune chance de réussir. Un autre élément qui est aussi très important dans l'analyse, c'est que si ce putsch avait eu lieu il y a une dizaine d'années, même peut-être un petit peu moins, alors que beaucoup plus d'officiers supérieurs étaient encore en poste, qui détestaient l'islamisme, qui détestaient Erdogan, nous pensons ici que le coup aurait réussi. Mais ça fait déjà un certain temps qu'Erdogan a mis les principaux officiers supérieurs de l'armée turque en prison pour de très longues peines, et ceux qui restent sont en fait et ceux qui ont fomenté le coup sont en fait des seconds couteaux, et ça a été beaucoup plus difficile. Une autre chose qu'Erdogan avait réussi à faire avant le coup d'État, c'était de remplacer une partie de l'armée par des officiers islamistes de son cru, de son parti, de son obédience, qui lui obéissaient. C'est-à-dire que plusieurs branches armées, souvent dans la même arme, par exemple l'aviation, n'étaient pas du côté des putschistes. On avait par exemple dans l'aviation turque des aviateurs rebelles et des aviateurs loyalistes qui se sont d'ailleurs affrontés dans le ciel turc et notamment en dessus d'Ankara. En plus, la police, dans sa très grande majorité, était favorable à Erdogan. Elle avait été mise en place, ses officiers, ses structures, par Erdogan, et l'armée avait déjà en face d'elle, au moment du début du coup d'État, la police. Un autre point très important, c'est que la même dynamique a prévalu au sein du MIT, c'est-à-dire le renseignement turc. Le renseignement turc était entièrement dans les mains d'Erdogan. Il n'était pas du tout du côté des putschistes. Les putschistes ont essayé de s'emparer des officiers supérieurs, des casernes principales du renseignement, des bureaux principaux du renseignement. Ils n'y sont pas parvenus non plus. Et puis, la chose s'est décidée finalement dans la rue. Quand vous avez eu ces dizaines, centaines de milliers de partisans d'Erdogan s'opposant au char, eh ben, ce qui nous a beaucoup surpris, Jim, c'est que si dans l'ensemble de la Turquie, il y a beaucoup plus de partisans d'Erdogan, à peu près 60-65%, que des autres partis réunis, que des laïcs, que des partisans de l'islamiste, de l'imam Gül. Eh bien, à Istanbul et dans les grandes villes, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que à Istanbul, il y a plus de partisans en théorie du coup d'État que de partisans d'Erdogan. Et vous avez pu le constater comme nous et comme les auditeurs, on les a pas vus dans la rue, ces partisans.
Ils sont restés bien tranquillement chez eux en attendant que l'armée prenne le pouvoir et qu'elle les débarrasse des islamistes, surtout les classes défavorisées, des gens qui sont très très croyants, qui croient à la fois en Allah et qui croient que Erdogan est l'envoyé du ciel. Et ceux-là sont des morts de faim, ils sont descendus dans la rue, mais en face d'eux, il n'y avait pas d'autres civils. Ils ont attendu qu'on fasse le boulot pour eux, et malheureusement, je pense pour eux que ces authentiques démocrates, eh bien, ont manqué une opportunité qui ne va pas se présenter à eux avant beaucoup d'années, pour une raison assez simple, c'est que maintenant, Jim, eh bien, Erdogan et son parti et ses partisans utilisent le fait d'avoir été attaqué dans une sorte de logique de légitime défense pour épurer absolument tout ce qui peut l'être, tout ce qui a une apparence, même une simple apparence d'opposant à son système, d'opposant à son régime, est soit évincé, soit mis en prison, soit même maintenant menacé de la peine de mort. Simplement au ministère de l'Éducation, des écoles, il y a déjà 20 000 personnes qui ont été, 20 000 maîtres d'école qui ont été écartés. Au ministère de l'Intérieur, 10 000. Parmi les officiers de police, pourtant plutôt favorables à Erdogan, 9 000. Parmi les soldats, donc ceux qui ont participé au coup et qui auraient pu y participer, 6 000. Et ceux-là, ils sont détenus et ils risquent la peine de mort. Dans la justice, Erdogan en a profité pour élargir 3 000 juges, c'est-à-dire que tout le système judiciaire turc est totalement bouleversé. On va voir ce qui va se passer. Ce qui va se passer, on le sait, c'est qu'on va mettre des juges islamistes à la botte d'Erdogan à leur place. Dans les universités, c'est la purge terrible. 2000 professeurs, 2000 responsables qui ont été renvoyés chez eux ou forcés à démissionner. Dans la gendarmerie, 1000. Même dans les affaires religieuses, 5000. À la télévision turque, 400. Enfin, au niveau des généraux et amiraux, 103. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'armée, la marine et l'aviation turque n'ont pratiquement plus d'état-major. Ces armes reposent sur, en tout, peut-être 30 ou 40 personnes. C'est quand même assez extraordinaire. Et puis, les gouverneurs de district, les gouverneurs de province, pour moitié, ont également été renvoyés chez eux, même s'ils n'ont pas fait partie du courant putschiste. Donc on a cette refonte. Il y a pour le moment à peu près 70 000 Turcs qui ont été touchés par ces purges, et ces purges qui vont continuer. On a d'ailleurs presque souri quand le ministre des Affaires étrangères français a apporté quelques critiques concernant la manière dont ces purges étaient menées, et Erdogan, à son image, à son habitude, a dit tout simplement d'une manière assez crue à Monsieur Hérault: mêlez-vous de vos affaires. Et puis par là même, il a condamné la France pour la répression excessive, en France donc, qu'elle exerçait après les attentats de Nice. Donc Erdogan avait des listes de gens qui le dérangeaient, à l'imposition de sa dictature en Turquie avant le coup d'État. Il est en train d'utiliser ces listes pour générer ces purges. Et à nous de nous poser une question. On parle toujours on a entendu parler les responsables belges, mais également américains et d'autres pays et français, de la légitimité issue de la démocratie. Alors la question qu'on est en droit de se poser, qu'il faut se poser, effectivement, Erdogan a été élu démocratiquement. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui ont mis des bulletins en sa faveur dans les urnes qu'il n'y a eu de bulletins contre lui et contre son parti. Effectivement, en Turquie, objectivement, il y a plus de partisans, de citoyens qui sont partisans de son parti et de l'islam et de l'islamisme en général que des autres partis, notamment les partis laïcs, dont il y a quand même 1 million de membres et d'adhérents à Istanbul. Alors, la question qu'on se pose, c'est est-ce que la démocratie se limite à l'élection même? Est-ce que quelqu'un qui a été élu démocratiquement et qui, avant le putsch, a renvoyé des juges, fermé des journaux, emprisonné sans jugement, avec des jugements extrêmement douteux, des journalistes, est-ce qu'il suffit
d'avoir été élu démocratiquement pour être jugé comme un démocrate? Et est-ce qu'un démocrate démocratiquement élu a le droit de faire absolument ce qu'il veut une fois qu'il a accédé au pouvoir, notamment se construire un palais des mille et une nuits, qui est le plus grand palais d'un président d'un État entre guillemets démocratique au monde? Il y a ces questions qu'il faut se poser, et il faut se poser également la question de qu'est-ce qui aurait été mieux pour la Turquie. Est-ce que on doit regretter ou non que les putschistes n'aient pas réussi dans leur entreprise, Jim? Stéphane, on va passer à un sujet tout à fait différent. Si vous le voulez bien, on va revenir en Israël, on va se rapprocher de chez vous, on va beaucoup se rapprocher parce qu'on va parler de ce qui s'est passé cette semaine à Metula. Je rappelle à nos éditeurs qui n'auraient pas suivi l'affaire, il y a eu des tirs, Stéphane, en provenance de l'autre côté de la frontière qui sont passés seulement à quelques mètres au-dessus de là où vous nous parlez en ce moment, du studio de la Metula News Agency. Stéphane, depuis, il y a eu la riposte israélienne et vous nous annoncez en exclusivité qu'il y a du nouveau dans cette affaire. Il y a eu des luttes internes aussi de l'autre côté de la frontière. Enfin, minuscule récapitulatif. Mercredi 8h du matin, des rafales effectivement sont tirées à partir du Liban avec des mitrailleuses lourdes sur la colline de Haratzfia, sur laquelle la MENA a ses bâtiments. Les balles sifflent à quelques mètres en dessus de l'endroit où je me trouve actuellement, mais elles atteignent malheureusement la base de Narkis, qui se trouve à une quarantaine de mètres au-dessus de nous, sur la même colline, en fait, sur le sommet de la colline. 2 impacts sont notés. Une balle s'éclate en plusieurs morceaux et certains éclats touchent un soldat qui est blessé très très légèrement. 9h du matin, 1 heure à peine après, un avion israélien tire 2 missiles dans le Golan syrien sur des positions gouvernementales dans la ville de Baas City, également connue comme la Nouvelle Quneitra. Les positions sont touchées et détruites. On apprend par nos informateurs dans le Golan qu'en fait c'était des miliciens de Hezbollah qui se trouvaient dans ces positions et qui ont été tués ou blessés. Et puis l'exclusivité dont vous parliez, Jim, c'était hier soir, sur le coup des 19h, à Kfar Kilé, donc la ville de 20 000 habitants qui se trouve à 400 mètres à vol d'oiseau de la rédaction de Metula, qu'on voit, que je suis en train de voir maintenant au moment où je m'adresse à vous et aux auditeurs. Eh bien, on a vu une très violente, très brève, mais très violente confrontation, des échanges de tirs, probablement également de mortiers pendant 5 minutes, une odeur de poudre à fusil extrêmement forte qui, grâce au vent qui soufflait en direction de l'est, a atteint notre rédaction, qui nous a presque étouffés. C'est une odeur très 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 âcre. Et puis de la fumée sur une région à l'ouest de Kfar Kilé. On a bien entendu sollicité nos amis à l'intérieur du Liban qui nous ont dit que le Hezbollah, le commandement central du Hezbollah, avait décidé de mettre au pas ceux qui avaient tiré sur Metula, ceux qui avaient tiré en direction de la MENA, parce qu'ils veulent garder la main, parce qu'ils veulent être ceux qui décident quand on tire sur Israël et quand on ne le fait pas. On n'a pas de détails, mais vu la violence, c'était vraiment un accrochage extrêmement violent, on serait très surpris qu'il n'y ait pas eu des morts et des blessés à l'occasion de cet affrontement. Alors Stéphane, on va conclure brièvement sur une affaire en Israël qui a fait du bruit. En début de semaine, on a appris que le rabbin Eliezer Berland avait été extradé vers Israël. Il a été arrêté à son arrivée à l'aéroport Ben Gurion. En fait, Stéphane, c'est un fugitif depuis des années sur des soupçons d'agression sexuelle sur des disciples à lui. Stéphane, est-ce que ça fait grand bruit en Israël comme ça, une histoire de rabbin? On a l'habitude chez nous aussi en Belgique d'entendre des histoires dans le clergé catholique. Là, on parle d'un rabbin et aussi d'affaires du genre. Il faudra qu'on y revienne parce que c'est pas un cas isolé. Il y a beaucoup de ces cas-là. Mais commençons peut-être brièvement, comme vous dites, parce il ne reste sûrement pas beaucoup de temps. Le rabbin Eliezer Berland s'est enfui d'Israël parce qu'il se savait poursuivi par les enquêteurs de la police. C'était en 2013. Il est le chef spirituel de la communauté des Shuvu Banim,
Traduit littéralement, ce serait revenez les fils. C'est pour faire revenir des gens à la Torah, à la religion. C'est un mouvement très important. Et il s'est enfui aux USA, qui n'ont pas voulu de lui, au Maroc, au Zimbabwe, en Hollande. Et finalement, il a atterri en Afrique du Sud et au bout d'une longue procédure, on a réussi à le récupérer ici en Israël. Il est accusé d'abus sexuels sur au moins 5 personnes. Alors quand je dis que c'est pas un cas isolé et qu'il va falloir qu'on en parle sérieusement, eh bien à Tzfat, il y a le rabbin Ezra Scheinberg. Donc Tzfat, c'est juste à côté de chez nous, qui a été arrêté au moment où il prenait l'avion. Il a accusé de beaucoup d'abus sexuels. Il y a un autre rabbin ultra-orthodoxe qui s'appelle Maklev, qui aurait commis des centaines de viols. Il y a celui qui était considéré comme le grand chef du sionisme religieux, Mordechai Moti Elon, qui était un grand pourfendeur de l'homosexualité, mais qui avait commis et qui a été condamné pour cela des attouchements sur des jeunes qui prenaient des cours de Torah chez lui. Et donc condamné, le rabbin Lanner, enfin là je parle des plus importants, mais il y en a des centaines, et je dis bien des centaines. Nous sommes en train de collecter les listes, de vérifier les dossiers juridiques, des centaines de rabbins qui malheureusement ont pensé qu'ils avaient le droit, en tout cas ont pris le droit, soit d'avoir des attouchements le plus souvent avec des petits garçons, parce que dans les yeshivas, ils sont entre hommes, entre professeurs et petits garçons, parfois sur des femmes qui venaient leur donner des conseils, et les choses sont rendues encore plus difficiles au niveau de la répression de ces actes, parce que ce sont ces communautés orthodoxes et ultra-orthodoxes, des communautés très fermées. On n'a pas l'habitude de se plaindre du rabbin, c'est extrêmement mal vu. Souvent, les gens qui se plaignent sont excommuniés ou stigmatisés au niveau de la famille pour le restant de leur vie. Et puis on est obligé, Jim, de finir sur une information un peu semblable et qui touche cette fois le monde laïque, le monde sioniste, le monde israélien. C'est l'accusation du brigadier général Ofek Boukris, qui était le commandant de la brigade Golani, en très grand soldat, en très grand officier, qu'on imaginait bien dans les années à venir, même au poste de chef de l'état-major israélien. C'est quand même pas rien. Il est accusé d'avoir violenté 2 femmes au minimum entre juillet 2010 et septembre 2013. Il y a 17 chefs d'accusation qui lui sont adressés. Il aurait notamment abusé de ces femmes dans ses bureaux, dans sa voiture, dans des maisons d'hôtes et même au domicile des victimes. Alors, c'est pas seulement chez les rabbins. Au niveau de l'armée, au niveau de la police, on connaît bien ça. C'est malheureusement une sorte de tradition chez les officiers israéliens qui pensent qu'ils sont des sortes de surhommes et qu'ils ont une sorte de droit de cuissage sur toutes les femmes, en particulier celles qui servent sous leurs ordres. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour contrer cet état de choses, mais on n'oublie pas que Monsieur Katsav, un ancien président de l'État d'Israël, est toujours en prison pour le même genre de comportement, dans les mêmes configurations, circonstances que celles que je viens d'énoncer. Donc, ça existe toujours au niveau des chefs de la police, au niveau des chefs de l'armée, au niveau des responsables politiques, même au niveau des députés. C'est un fléau israélien qui touche donc, pour des raisons différentes, mais avec la même énergie, la population, la frange la plus sioniste et israélienne et la frange la plus ultra-orthodoxe, et avec beaucoup de victimes, notamment des jeunes victimes qui sont marquées durant toute leur vie. Et il faudrait vraiment que les choses soient faites. Et pour notre part, en notre qualité de modeste journaliste, notre travail, c'est de les mettre à jour pour permettre notamment à la justice de faire son travail, et notamment pour empêcher les gens qui dépensent de grosses énergies pour empêcher que ces affaires ne soient jugées, eh bien pour leur rendre la tâche difficile et pour les empêcher de nuire, parce qu'il faut vraiment réagir à ce fléau qui touche Israël, Jim.
Merci beaucoup Stéphane, c'est vraiment un sujet très intéressant, très sensible aussi, sur lequel je vous propose qu'on revienne dans le courant des semaines prochaines, durant cet été, dès qu'on aura un peu plus de temps, dès que l'actualité nous le permettra. Merci en tout cas Stéphane d'avoir été avec nous dans ce vendredi pour Bruxelles-Metula. Je vous souhaite de Metula à Bruxelles, le meilleur des